L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Rouffet. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur industriel de Duralex, entreprise placée en redressement judiciaire en avril dernier, reprise par ses 226 salariés. 24 avril 2024 pour être précis, il y a 5 mois. Si on remonte un peu le temps, vous étiez dans quel état d'esprit ce jour-là ? Abattu ou déjà dans la perspective Non, abattu. Un petit peu un coup de massue. On savait que, effectivement, les résultats n'étaient pas forcément là. L'année 2023 avait été particulièrement difficile. On n'était pas dans une grande forme. Les chiffres étaient bons, mais n'étaient pas suffisants, n'étaient pas suffisamment profitables. Ça a quand même été un coup de massue. Ouais. Voilà, on a eu un coup de massue. Après, il a fallu s'organiser, se dire voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être en redressement judiciaire ? Comment est-ce que tout va s'organiser ? Parce que là, vous avez un mandataire judiciaire, vous avez toute une équipe qui vient avec vous, qui vient travailler avec vous. C'est une nouvelle façon de travailler. Donc, on s'est mis dedans. Et puis... Et à quel moment vous dites on va reprendre l'entreprise ? Alors, ça arrive quelques semaines après, au courant du mois de mai, puisque en fait, finalement, l'objectif de cette mise en redressement judiciaire, c'était de reprendre l'entreprise. Il ne voulait pas liquider l'entreprise, liquider Duralex, voilà, c'est quand même un fleuron de l'industrie française. C'est que cette usine soit reprise, cette usine soit reprise. Donc il y a des dossiers qui sont arrivés, il y a des repreneurs qui sont arrivés, extérieurs, qui ont analysé, qui nous ont posé des questions, qui sont venus visiter. Et quand on a vu la plupart des dossiers où il allait y avoir de la casse sociale, il allait y avoir moins 50, moins 100 personnes, déjà on se dit mince, non, c'est pas possible. Déjà nous, à 226, on est juste. Pour Duralex, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, voilà, d'avoir des gens qui disent mais pourquoi dans ces services-là, ces gens-là sont payés ce prix-là, ce sont que des petites mains, ils devraient être au SMIC. Et en fait, il y avait des attitudes, des choses, et on se disait mais en fait, ça va être encore un fonds ou encore des actionnaires qui vont prendre pour excusez-moi l'expression, mais dégraisser la bête et en profiter derrière. Et donc là, on s'est dit, non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a commencé, voilà, et il y a des syndicats qui étaient avec nous et qui ont dit, non, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on s'est dit, modèle scope. Donc le modèle scope, on rappelle en quelques mots comment ça marche, quoi. C'est une coopérative, c'est-à-dire que tous les salariés sont en quelque sorte actionnaires, propriétaires de l'entreprise. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est pas 100% des salariés. On a fait un tour on a fait une réunion avec tous les salariés. On a présenté le modèle. On s'est fait aider. On s'est fait aider par des gens spécialisés dans les scopes. On a fait des réunions d'information. Et aujourd'hui, sur 226 salariés, il y a 138 salariés qui sont actionnaires. Il y a une partie qui sont contre, une partie qui se pose des questions, qui hésite et qui vont venir dans le temps quand les chiffres vont arriver, je pense. Mais voilà. Donc en fait, oui, il y a donc aujourd'hui 138 salariés qui sont pourront arriver en cours de route. Bien sûr. Oui. On va rouvrir au capital et on peut voilà. Alors il faut peut-être expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est impossible de faire des plus-values en revendant ses parts, c'est ça aussi l'un des principes de la. C'est pas de l'actionnariat. C'est pas de l'actionnariat comme on peut qu'on fait avec un PEA par exemple. Non, bien sûr. Si on a une part. Cette part, voilà, on a des droits de vote pendant les assemblées générales. C'est-à-dire que chacun des salariés actionnaires, qu'ils soient ouvriers dans tel ou tel service, ou qu'ils soient directeurs, on a tous le même droit de vote. Oui, c'est ça, une voix. C'est-à-dire que moi, je ne suis directeur, je n'ai pas 4 voix de plus que quelqu'un d'autre. J'ai une voix. Ça, c'est quand même très important et c'est très intéressant dans ce modèle-là. Et alors, vous avez participé dans le cadre de ce salon Pro Durable à une table ronde où on va beaucoup parler de bien-être des salariés. Ça devient quoi ? Ça devient en quelque sorte la ligne directrice de Duralex. Je ne dis pas que ça ne l'était pas avant, mais le fait d'être organisé en scope, est-ce que ça a forcément un impact sur cet objectif ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est déjà convaincu, avant d'être en scope, convaincu que le bien-être des salariés, c'est un pilier de la réussite des entreprises, des organisations. Pour avoir des performances durables, pour atteindre des performances durables, il faut valoriser l'humain. Ça, c'est... Voilà. Et je pense qu'effectivement, le modèle scope accentue cette valorisation. Puisque, même si d'ores et déjà on demandait l'avis de chacun, même si déjà on travaillait avec chacun, là, les gens vont se sentir encore plus impliqués et ça va forcément, inévitablement, selon nous, augmenter du coup la performance de l'entreprise. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que le management va être différent ? Alors, non.
aujourd'hui, on reste sur l'organisation telle qu'elle était avant, c'est-à-dire qu'il y a des services, des chefs de service, des directeurs, voilà, on reste sur la même organisation qu'avant. On a toujours, même avant le redressement judiciaire, prôné un management bienveillant. Enfin, bienveillant, on va dire un équilibre parfait entre la bienveillance et l'exigence. Voilà, on fait quand même un petit peu d'exigence pour avancer, mais c'est cet équilibre-là. Aujourd'hui, ça ne va pas changer. Néanmoins, comme il va y avoir des assemblées générales, comme il va y avoir toutes les grandes décisions seront soumises à vote. Par exemple, on va acheter, j'en parlais tout à l'heure avec des personnes, sur, tiens, ça serait peut-être bien que vous vous diversifiez sur tel ou tel produit. Donc ça va nécessiter des investissements. Et ces investissements-là, ça peut être juste le directeur général et moi qui vont dire, bah, tiens, on va investir, on va dépenser 1 million d'euros comme ça. Non, il va être soumis à des votes. Donc effectivement, les gens vont être plus impliqués et le management, du coup, effectivement, je pense que ça va découler vers... peut-être plus d'écoute encore des salariés. Oui. Ouais. Les dettes, elles ont été apurées par le redressement judiciaire. En revanche, il y a des prêts bancaires. Ça vous met une sorte de pression, ça ? Oui, alors, dans ce que l'on a construit avec les banques, et on s'est fait aussi de la région, de la métropole, nous ne sommes endettés qu'à hauteur de 4 millions d'euros. Là où les dossiers concurrents étaient à presque 15 millions d'euros. Donc on endette la société que de c'est quand même beaucoup, 4 millions. Mais pour une entreprise qui fait en moyenne entre 30 et 35 millions d'euros, c'est raisonnable. Mais effectivement, ça met une pression, puisque aujourd'hui, il faut qu'on réussisse. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe si les prix de l'énergie se remettent à flamber ? Parce que c'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons des difficultés. Oui, en 2022. En 2022, quand les prix de l'énergie ont flambé, c'était très compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si on repart si on repart, en fait, nous, on est déjà en train de travailler. On a déjà commencé à travailler avant la présentation du dossier au tribunal, mais aujourd'hui, nous sommes déjà en train de négocier les contrats 2025 pour le gaz et pour l'électricité, sachant qu'on consomme nous plus de gaz que d'électricité, mais pour ces deux énergies-là. Et en fait, l'idée du contrat, c'est de fixer un prix. C'est-à-dire qu'on va payer, je ne sais pas, par exemple, le mégawattheure de gaz, 40 euros. S'il y a une flambée derrière, nous, on paiera toujours 40 euros. Par contre, s'il diminue, malheureusement, on paiera quand même 40 euros. Oui. C'est le principe. Mais non, aujourd'hui, c'est de signer des contrats qui nous garantissent un prix de l'énergie. Est-ce que dans les raisons pour lesquelles Duralex a été en difficulté, il y a eu aussi un peu de, comment je peux dire ça, d'endormissement ou un manque d'innovation, de création, de créativité ? Oui, aux yeux je pense que oui, parce que là, avec tout ce qui se passe depuis le 1er août et encore plus depuis la rentrée, avec l'opération qu'on a lancée à 11 enfants de la cantine, en collaboration avec le slip français, on a beaucoup de retours. On a beaucoup de messages de soutien, on a beaucoup de messages... De gens, on a eu là pour ce week-end, pardon, il y avait pour les Journées du Patrimoine, en fait, il y avait une grande exposition Duralex aux Galeries Lafayette d'Orléans, et beaucoup de gens sont venus, ont discuté, ont échangé, et oui, ils ont dit, il y a eu comme un endormissement. Alors il y a eu des nouveautés, des nouvelles couleurs, quelques formes, quelque chose comme ça. Mais derrière, la communication n'était pas assez forte, et en fait, les Français, notamment les Français, avaient peut-être l'impression que oui, Duralex s'est endormi et Duralex c'est resté le verre de cantine. Et en fait, c'est bien plus que ça. Ouais. Et donc, ça va passer par des innovations, des nouveaux produits, mais aussi des partenariats. Vous avez cité celui avec le slip français, Allons enfants de la cantine. Il y en a aussi un avec la Poste, c'est ça ? C'est ça. Pour la fin d'année, pour Noël, donc à partir du 15 novembre jusqu'au début d'année prochaine, voilà, un partenariat avec la Poste, où pareil, on va faire un coffret de 6 verres. On part sur des mugs colorés et ça sera disponible dans chaque point de vente de la Poste. Et l'ambassadeur de cette collaboration sera Stéphane Bern. Et Stéphane Bern d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est du patrimoine d'une certaine façon. Duralex, c'est notre patrimoine. C'est du patrimoine, c'est un fleuron de l'industrie française depuis donc 1945, bientôt 80 ans. Oui, oui, c'est du patrimoine puisque ce qu'on disait, c'est que on a tous en tête, entre les années 70 et 90, c'était t'as quel âge ? On regardait dans le fond du verre. Et ça fait partie des souvenirs de chacun. C'est vrai. Et ça, c'est du patrimoine. Ouais. Et ça, c'est du patrimoine. Ouais. Après, charge à nous aussi de communiquer sur Duralex n'est pas que le verre de cantine. On a 380 modèles. Ouais. On a des super verres à cocktail, à whisky. On a des mugs. On a tout un tas de choses. Et voilà.
Il faut montrer finalement cette variété, cette diversité des produits Duralex. Merci beaucoup, Nicolas Rouffet. Bon vent à cette nouvelle aventure coopérative de Duralex et bon salon Pro Durable. Évidemment, on passe à notre débat quand la CSRD s'impose. On pourrait presque parler de révolution intellectuelle.